Ok, bonjour à tous. Bienvenue pour cette session de milieu d'après-midi. J'espère que les petites douceurs de la pause café vous auront pas trop endormi et vous auront laissé un peu d'appétit pour la présentation. Donc je vais vous parler de caching avec un peu de reboot dedans puisque on va parler d'abord de JavaX Cache qui est la nouvelle JSR dédiée au caching, JSR 107. Et puis aussi parler un peu d'IHCache 3, qui est une implémentation de cette JSR et qui est aussi un reboot de la célèbre librairie de caching IHCache. Et tout ça, on va le faire, comme annoncé dans l'abstract, sous forme d'un menu. Donc, pour commencer, une petite mise en bouche. Pourquoi un cache? On va passer assez vite là-dessus. Ensuite, en entrée, le JSR 107. Les API, les fonctionnalités qu'offre cette spécification. Ensuite, on passera au plat principal, une application et son cache, puisqu'après tout, c'est ça qui intéresse les développeurs, c'est comment est-ce qu'on utilise un cache, quels sont les patterns qu'on peut appliquer et qu'est-ce que ça va nous apporter, et aussi quels sont les problèmes qu'on risque de rencontrer. Et on va parler principalement de cache-aside et de cache-through. J'avais essayé de les traduire en français, j'ai pas réussi, et je me suis dit de toute façon, c'est plus facile à googler comme ça que dans la traduction que j'aurais pu trouver. Pour le dessert, on parlera de quelque chose à laquelle on a réfléchi dans le cadre d'IHCache 3 et qu'on a appelé aujourd'hui la stratégie de résilience. Je vous expliquerai ça en détail. Et puis on terminera par quelques petites douceurs pour vous permettre de continuer gaiement votre parcours d'Evox. Alors d'abord, qui je suis? Donc Louis Jacomet, je suis un développeur qui a plutôt la quarantaine que la vingtaine, même si ça ne se voit pas. Je suis ingénieur chez Terracotta, qui fait partie de Software AG depuis 2013. Je travaille principalement sur IHCache, la partie open source, mais aussi la partie entreprise. Je suis devenu aussi un petit peu manager et un petit peu responsable d'infrastructure, nos serveurs de test et ce genre de choses. Il y a des choses intéressantes. On a quelques machines avec plusieurs terabytes de RAM pour tester certaines fonctionnalités de l'application. Donc, il y a des choses amusantes dans ce domaine-là aussi. Je sais absolument pas faire une UI jolie, surtout web. Par contre, la concurrence essaie de se torturer un peu pour faire une belle API qui parle aux développeurs et qui permette de bénéficier de la richesse du produit qui se trouve derrière l'API. Voilà, ça sont des choses qui m'intéressent. Un petit disclaimer, vous pouvez retenir de ce que je dis, rien contre moi ni mon employeur. D'ailleurs, il n'y a pas de garantie, c'est du software. Donc, si, il y a une garantie, c'est qu'il y a des bugs. Mais à part ça, voilà. Venons-en en fait. Donc, en termes de mise en bouche, pourquoi un cache? Alors, latency numbers every programmer should know. Je vous demande pas de le lire. L'intéressant, c'est quoi? C'est qu'un petit carré noir, il y en a beaucoup dans un carré rouge. Et donc, on va très rapidement passer quelques chiffres en revue et se rendre compte que vraiment ce problème de latence dans les applications, donc combien de temps je dois attendre pour accéder à de l'information, justifie l'existence des caches, à tous les niveaux d'ailleurs. Donc, d'ailleurs, première ligne, donc si on transcrit les chiffres que représentait le précédent graphe en des grandeurs compréhensibles par nous humains, un CPU qui accède son cache L1, si on ramène ça à une demi-seconde, c'est-à-dire un battement de cœur, on voit déjà que dès le moment où on veut acquérir et réaliser un lock, on est à 25 secondes, soit l'équivalent de se faire un café. Donc déjà, entre les deux, on est presque à 2 ordres de grandeur. On peut continuer à monter. Je fais un accès RAM, c'est une centaine de secondes. C'est la durée pendant laquelle on devrait se brosser les dents plusieurs fois par jour. Donc déjà, par rapport au cache L1, on est vraiment beaucoup plus loin en termes de latence. Ensuite, envoyer 2 kilooctets sur un réseau gigabit, 5h30, votre après-midi de boulot, pour ceux qui ont des après-midi courtes. Et puis on peut continuer. Une lecture aléatoire sur un SSD, on est déjà à un week-end pratiquement. Une lecture en séquence d'1 méga sur le SSD, on est quasiment à ce fichu colis qui met 15 jours à arriver. Par contre, quand on passe au disque rotationnel, on fait presque un bébé. Et au final, un paquet qui fait le tour du monde, vous avez le temps de faire un doctorat pratiquement. Donc clairement, la notion de cache, et d'ailleurs on a mentionné le mot cache plusieurs fois, elle est là. C'est donc une structure de données qui va contenir une copie temporaire de certaines données.
Pourquoi? Pour faire un compromis. Vous allez augmenter votre consommation mémoire d'un côté et normalement réduire votre latence. Si vous faites qu'augmenter la consommation mémoire et que vous ne réduisez pas la latence, il y a un autre problème. Donc c'est vraiment ça l'idée d'un cache. Ça veut dire aussi qu'un cache a un cas d'application assez précis. Ce sont des données qui vont être réutilisées. Il y a peu d'intérêt à mettre des données en mémoire et les garder près de l'applicatif si de toute façon, une fois que vous les avez lues, la seule fois où vous en aviez besoin, vous n'allez plus jamais les réutiliser. Et ce sont aussi des données qui sont chères à récupérer ou à calculer. C'est ça le cas d'utilisation du cache. Et donc il y a cette notion de temporaire. C'est très important. Alors, il y a évidemment plein d'implémentations de cache sur le marché. Infinispan chez JBoss, Cohérence chez Oracle. Il y a des implémentations open source, il y a Hazelcast, il y a IHCache. Et IHCache, on est en train de travailler à cette fameuse version 3. Une des choses qu'on fait dans cette version 3, c'est l'intégration de premier plan avec le JSR 107. C'est un développement qui est complètement open source. Le projet est sur GitHub. Allez voir si vous voulez. L'issue tracker est là, les pull requests. Voilà. Donc tout est là, tout est disponible, tout peut être consulté. Et il y a une liste, il y a plusieurs listes d'ailleurs, plusieurs Google Groups. Un Google Groups utilisateur, un Google Groups développeur, pour ceux que ça intéresse de suivre un peu plus ce qui se passe. On essaye aussi de faire en moyenne une fois par semaine un hangout public, donc un hangout en air, avec un certain nombre de développeurs de l'équipe, pour discuter soit de problématiques d'implémentation, soit de problématiques de design. Ils sont ensuite postés sur YouTube. C'est pas toujours évident à suivre. On part parfois dans nos délires et puis comme on est dans le code un certain nombre d'heures par semaine, c'est sûr qu'il y a des choses à rattraper si on veut suivre. Mais je vous invite à regarder, à poser des questions. Voilà. Donc, planter un petit peu la scène, qui utilise un cache dans son application? Voilà. Donc finalement, une grande majorité utilise ces technologies-là, et j'imagine que c'est bien le trade-off que j'ai expliqué. Tout le monde est d'accord, on augmente la consommation mémoire, on diminue la latence. Donc, dans ce cadre-là, il n'y avait pas de spécification en fait dans le monde Java. Il y a un JSR qui avait été commencé, JSR 107. Alors, les numéros des JSR sont en augmentation constante. Donc 107, c'est un vieux JSR. Il a été commencé en 2001 et il a été approuvé qu'en mars 2014. Donc je pense que ça en fait un des plus longs JSR. Le JCP aujourd'hui, normalement, annule les JSR qui traînent aussi longtemps. Je pense qu'un lié, c'est le 347 qui vient récemment d'être annulé, qui était plutôt sur la problématique des grids. L'avantage, c'est que maintenant, on a une API standard. On a un toolkit de compatibilité qui va permettre, si votre implémentation passe ce test, vous pouvez indiquer que vous implémentez la spécification. Il y a aussi une implémentation de référence. Maintenant, je pense qu'elle est très naïve et donc ce n'est pas forcément quelque chose à utiliser en production. Mais évidemment, la présence de ce standard va faciliter l'intégration d'un cache dans les frameworks. Jusqu'à aujourd'hui, Hibernate avait sa propre abstraction de caching, Spring avait sa propre abstraction de caching, Play Framework a une abstraction de caching, et elles sont toutes légèrement différentes, sans pour autant... Et c'est finalement au framework que revenait la responsabilité de bridger vers les différentes implémentations. Ici, un framework qui décide de dépendre du JSR 107, il peut attendre que ce soit les implémenteurs de cache qui fassent le travail pour être compatibles. La discussion pour la version 2.0 a commencé. Un des principaux points qui est discuté pour le moment, c'est d'avoir des fonctionnalités asynchrones. Alors, en termes de fonctionnalités, il y a quand même pas mal de choses dans le JSR 107. Je vais passer la liste en revue relativement rapidement. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et après, on fera une petite démo pour voir tout ça en pratique. Donc, on commence avec un cache manager et un cache, qui, pour ceux qui connaissent IHCache, c'est un concept assez familier. Donc, on va avoir un cache manager qui va nous permettre d'accéder à des caches. Et c'est avec les caches qu'on aura les interactions, les get et put, pour récupérer et mettre des données dedans. On a évidemment une notion d'expiration. J'ai bien dit, un cache, c'est des données temporaires.
Cette notion d'expiration, elle peut être liée à la date de création, d'accès ou de mise à jour du mapping stocké dans le cache. On a une partie intégration, c'est ce qu'on appelle les cache loaders, cache writers. On verra à quoi ça sert un peu plus tard dans les patterns. Je ne sais pas qui utilise ce genre de choses, un cache loader, un cache writer. Est-ce que c'est un pattern qui est pas tant que ça en fait? Intéressant. Tout ce qui est une gestion d'événements par rapport à ce qui se passe sur les entrées du cache. Donc je crée un mapping, je mets à jour un mapping est retiré par une demande explicite de l'utilisateur, ou un mapping est retiré par expiration, avec de manière optionnelle l'accès à la dernière valeur. Et donc ça, par exemple, c'est un point intéressant pour bien comprendre ce que recouvre la spécification, parce que l'accès à la dernière valeur, quand on parle d'un cache on heap, il n'y a aucun problème. La valeur, elle est là, on la remplace. Générer l'événement qui vous donne les deux valeurs, ben, ce n'est pas un souci. Mais dès qu'on parle d'un cache distribué, par exemple, et qu'un nœud écrit la valeur, sans aucune condition, si jamais ce nœud-là doit en plus aller récupérer l'ancienne valeur pour pouvoir la transmettre dans les événements, eh bien on peut imaginer tout de suite qu'on a un coût qui se rajoute à l'opération, qu'on n'a pas toujours forcément envie de payer. Et donc c'est pour ça que ce genre de détails sont des options, et vous pouvez, vous, à la configuration, décider si vous avez vraiment besoin de payer ce prix ou pas. Tout ce qui est les mutations en place, donc là c'est le concept d'entry processor, c'est l'idée de vous passer, c'est une single abstract méthode, donc ça va permettre de bénéficier des lambda en Java 8. JSR 107 fonctionne avec Java 1.6 pour information. Et donc là l'idée c'est vous passez un bloc de code qui sera exécuté à l'intérieur du cache et qui va vous permettre de modifier l'entrée sur laquelle vous êtes en train d'intervenir. Des annotations. À nouveau, ça permet l'intégration avec d'autres frameworks. Donc à ce moment-là, de faire du caching déclaratif et non plus programmatique. Un certain nombre deux bin JMX qui sont au niveau des caches, qui permettent d'accéder d'un côté à la configuration, donc interroger le cache pour ses aspects standards de configuration, donc c'est-à-dire ce que JSR 107 connaît. Et puis un autre bin qui va vous permettre de consulter un certain nombre de statistiques sur les opérations qui sont faites sur votre cache. Et voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a repéré ce qui manque? Il manque l'éléphant dans la salle. Il n'y a pas de contrôle de capacité défini par les spécifications. Vous ne pouvez pas limiter la taille de votre cache. Au travers de JSR 107, vous ne pouvez pas dire à votre cache, c'est maximum X entrées, c'est maximum X mégas. Ça veut aussi donc dire que, et ça on aurait pu le voir au niveau des entry listeners, il n'y a pas non plus le concept d'éviction. C'est-à-dire quand c'est le cache qui décide de retirer une entrée, non pas parce qu'elle est expirée, mais juste parce que le comportement applicatif fait que ce qui est chaud à l'instant T ne correspond plus à ce qui est dans le cache. Et donc on est en train de rajouter plein d'entrées, et du coup le cache va lui virer les vieilles entrées, puisque c'est toujours ce compromis mémoire-latence, et il y a un moment où on ne peut plus compromettre sur la mémoire. Donc, en termes de démo, on va essayer de passer à... D'accord, on va faire ça comme ça alors. Hop. Un peu de code, histoire de vous montrer à quoi ressemble là. Et ça, je devrais faire... Parce que sinon, ça va être compliqué. Où est mon... Ah, zut. Bon, on va faire ça comme ça, tant pis. Alors... La première chose qu'on va utiliser, c'est caching, qui va nous permettre de récupérer ça commence bien. Eh ben, bravo, caching. Oui. Qu'est-ce qu'il me fait? Alors. Désolé.
Ah oui, bah, autant pour moi. C'est ça le problème. Merci. C'est pas possible. Voilà. Donc, qui va me permettre de récupérer mon caching provider. Avec le provider, donc ici, c'est le système qui existe dans toute une série de JSR. On va donc pouvoir récupérer un service par inspection du class path. Et donc l'implémenteur, ben voilà, vous permet de... Alors il y a d'autres méthodes pour récupérer le caching provider si vous voulez être explicite, mais ça c'est la version, on va dire, la plus facile, où tout est fait pour vous sous votre dos. Donc une fois qu'on a notre provider, on peut récupérer un cache manager. Alors, on peut passer des URI, il y a un certain nombre de choses, on peut avoir un default class loader qui est géré par le provider de caching. Je passe tout ça pour le moment, donc pour le moment je me contente d'avoir mon cache manager. Et donc une fois que j'ai ce cache manager, donc ici qui a été configuré par défaut, et alors là ce sera implémentation spécifique. Une fois que j'ai mon cache manager, ben je peux à ce moment-là commencer à travailler et récupérer par exemple un cache. Voilà. Donc, première chose qu'on voit, c'est qu'ici, j'ai récupéré un cache uniquement avec son nom. Et donc, d'office, GSR 107, commencé en 2001, d'accord, mais comme ça a été accepté en 2014, on est bien moderne, on a les génériques. Et donc, j'ai par défaut un cache qui map objet vers objet. Je peux tout à fait changer ça en disant, ben non, en fait, moi, j'ai un cache de string. Et je crois que j'avais créé... Voilà. Un objet métier.class. Évidemment, et donc ici, j'ai bien un cache qui, comme une map, va être générifié et va me permettre d'utiliser ces types génériques pour travailler. Et donc, l'opération classique qu'on va avoir, c'est le get, qui forcément prend un string et me renvoie mon résultat. Une fois que j'ai ce résultat-là, je vous laisse imaginer le put, ça fonctionne pareil. Il y a par contre toute une série d'opérations qu'on appelle les opérations atomiques. C'est les opérations qu'on connaît sur la concurrent hash map, le put if absent, le replace conditionnel et ce genre de choses. Donc par exemple, une fois que j'ai mon cache et que j'ai récupéré ce premier résultat, je peux faire un replace avec à nouveau toujours ma clé, mon ancienne valeur, et puis ce nouvel objet métier. Et donc là, le fait que le mapping, ma clé résultat, soit remplacé par ma clé, ce nouvel objet métier, ne se fera que si le cache, en interne, connaît encore le mapping ma clé résultat. Si jamais quelqu'un d'autre a modifié ce mapping depuis, ce remplacement-là ne se fera pas. Alors, là on a vu qu'on obtenait un cache directement, donc ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, on s'est arrangé pour que ce cache existe par la configuration du cache manager, par la configuration par défaut, mais on peut aussi très bien créer des caches. Et donc là, on va avoir besoin de ce qu'on appelle une mutable configuration, qui est un objet de l'API JSR 107. Et donc on voit que sur cette configuration, quand on la crée, c'est un constructeur qui ne prend pas d'arguments. Or, le type est générique. Et donc ça, c'est un petit couac dans cette classe de configuration. Il ne faut absolument pas oublier, sous peine d'avoir des surprises au runtime, de configurer les types de cette configuration. Donc le type de la clé et le type de la valeur. Voilà. Et donc maintenant, j'ai un objet configuration qui est proprement cette EP. Pourquoi est-ce que ce n'est pas fait dans le constructeur? Ça, c'est...
Et c'est un des malheurs, c'est comme c'est une classe concrète présente dans une API standardisée, ben, la changer veut dire une révision de l'API. Et c'est sur cette configuration que maintenant je vais pouvoir, ben, toute la liste de fonctionnalités que je vous ai énumérées, c'est sur cette configuration que je vais pouvoir travailler pour ajouter ces options. Donc par exemple, je vais rajouter une expiry policy factory et on va mettre une created expiry policy. Donc il y a toute une série de factory. Donc j'ai factory off qui prend une duration. Et on va dire par exemple voilà. Donc ça veut dire ici, qu'est-ce que je configure? Je configure une expiry policy factory en créant une expiry de 5 minutes sur base du temps de création de mon entrée. Et ça, par défaut, bah, s'appliquera à l'ensemble des objets de mon cache. Ceux qui connaissent l'API de IHCache 2X, vous pouvez configurer l'expiration par entrée. Ici, ce n'est pas le cas. Enfin, après, c'est pas vrai, parce qu'il y a toujours moyen de passer des objets qui savent ce qui se passe, etc. Mais c'est autre chose. Autre chose, le cache event listener configuration. Qui lui bah, est une classe abstraite. Hop, c'est pas ça. Et donc, il y a un certain nombre de méthodes à implémenter. Alors, je vais simplement les passer en revue, c'est pas très utile que je vous tape le code, mais ça vous donne une idée. Donc d'abord, vous avez la factory de cache entry listener. Donc c'est elle qui va créer les entry listeners même, c'est-à-dire votre morceau de code à vous, client, qui sera appelé par le cache au moment où un event a lieu. Est-ce que oui ou non, l'ancienne valeur est nécessaire? Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui a très peu d'impact tant qu'on est dans le cadre de la JVM. Dès qu'on parle d'un cache distribué, ça peut avoir un impact nettement plus sérieux. Une logique qui vous permet de filtrer les événements. C'est vrai qu'il n'était pas listé dans les fonctionnalités, mais vous pouvez choisir de filtrer les événements sur un certain nombre de conditions. Et alors aussi, est-ce que ces événements sont synchrones ou asynchrones? Donc voilà. Donc ça, c'est un peu pour vous donner des idées. Et donc, une fois que j'ai mon objet configuration, j'ai mon cache manager, et cette fois-ci, je fais un create cache. Auquel je passe ma configuration. Et voilà, j'ai mon autre cache qui est créé. Voilà. Et donc là, on voit ben, l'inférence de type nous aide puisque la configuration est typée de manière générique et donc il connaît tout de suite le type du cache correspondant. La dernière chose éventuellement qui peut être intéressante, c'est sur cette autre cache où on va invoquer. Alors à nouveau, on invoque ça sur une clé. Et cette fois-ci, c'est un entry processor. Et donc mon entry processor, c'est quoi? Il prend la clé. Ouais, pas de chance, le pop-up est au mauvais endroit. Il prend donc le type de la clé, le type de la valeur, et ensuite, il renvoie un type de votre choix, qui sera en fait le retour de la méthode invoke. Et ensuite, vous vous retrouvez à faire le processing en recevant... Ah oui, alors, donc, ici, il me faut mon point virgule, mais je peux ici passer encore des paramètres. Donc, vous recevez l'entrée qui correspond à la clé. Vous recevez en vararg
les varargs que vous avez passés à la méthode invoke, et à vous maintenant de choisir ce que vous faites ici. Hein, et donc on va... si le premier objet qu'on me passe, en imaginant qu'on en ait un, je vous passe la array index out of bound exception, si ce premier objet est 42, eh bien, on peut décider à ce moment-là que sur la mutable entry, on la remove. Et donc ça veut dire en fait que là, vous êtes en train de dire au cache, les mutations que vous faites sur le cache passent par l'intermédiaire de cette mutable entry. Donc là, voilà, je décide que je la remove. On peut tout à fait avoir une autre branche, où on va plutôt donner une nouvelle valeur. Voilà. Et puis, on peut imaginer, alors ici je vais faire un... Donc c'est une très très mauvaise utilisation du type string, mais on peut imaginer qu'en fonction de votre logique métier et de ce que vous avez fait au cache, vous choisissez d'avoir un retour qui est différent pour la méthode qui a invoqué l'entry processor. Un exemple, c'est un compteur. Et ce qu'on va faire, c'est on va retourner la valeur courante du compteur, ou alors la nouvelle valeur du compteur en fonction de ce qu'on veut savoir. Hein, donc c'est-à-dire que ce qu'on fait à l'intérieur de la méthode, c'est juste un plus 1, et puis on veut savoir quelle était la valeur avant ou quelle est la valeur après. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de l'API du GSR 107. Et donc ça, c'est le genre de choses, ça fait partie du standard, donc toutes les implémentations de cache qui diront implémenter le GSR 107 vous offriront ces possibilités-là. Alors, il est clair que l'entry processor, comme avoir l'ancienne valeur dans l'ordre des événements, ça a des coûts en fonction de la topologie de votre cache. Et ça peut aussi avoir des contraintes. Question par rapport à ça? Remarque? On continue. Donc après cette entrée, en plat principal, on va un peu parler d'une application, de son cache et des patterns d'utilisation qu'on peut voir. Alors, le premier, c'est le cache side. Et le cache side, la logique, c'est quoi? J'ai mon service, calcul et gagne, qui prend 2 paramètres. Le code n'est pas beau, c'est fait exprès, comme ça il n'y a pas de discussion et de bagarre. Qu'est-ce qu'on fait? On compose une clé à partir des paramètres. On essaye de récupérer le mapping connu par le cache en fonction de cette clé. Si mon résultat dans mon cache est nul, eh bien, on délègue au système de référence qui va charger les données, faire les calculs, me donner un résultat. Je mets mon résultat en cache. Et si jamais j'avais déjà un résultat, je retourne ce résultat directement. Donc l'un dans l'autre, ma méthode métier a renvoyé un résultat, soit en provenance de mon cache, soit en effectuant le calcul et en mettant le résultat dans le cache pour le prochain qui passe. Qui pense que ça c'est parfait et qu'il n'y a rien à redire? C'est bien, vous suivez alors. Donc évidemment, il y a toute une série de problèmes ici. Le premier problème, c'est que je démarre mon application, j'ai un cache froid, j'ai 40 utilisateurs qui arrivent, j'ai un certain nombre de données de référence, potentiellement je vais charger ces données de référence 40 fois, si j'ai de la malchance, parce que tous les threads vont essayer d'avoir ma lecture en cache, tous vont rater, et donc tous vont charger les données. Et du coup, je fais une opération un certain nombre de fois pour rien. Donc, le cache side, c'est la façon, on va dire, la plus directe d'utiliser un cache, mais ce n'est pas forcément la plus simple et celle qui va vous résoudre tous les problèmes. Ça nécessite de la coordination, en fait, entre le cache et le système de référence. Si vraiment votre cache a un rôle critique dans votre application, c'est-à-dire que votre système de référence ne peut pas suivre la charge, alors le code qu'on a vu avant peut vous poser problème si vous avez une montée soudaine en charge. Parce qu'en fait, ce n'est pas le cache qui va l'absorber, ça risque d'être le système de référence, et si lui, justement, a besoin du cache pour tenir la charge, vous avez un problème applicatif. Or,
c'était aussi une des choses qui n'était pas dans la liste, il n'y a pas d'option de locking dans JSR 107. Vous ne pouvez donc pas contrôler de façon externe l'accès à un mapping. Vous ne pouvez pas dire, à partir de maintenant, tout thread qui essaie d'accéder à cette clé sera bloqué jusqu'à ce que le mapping existe, par exemple. Ce qui est quelque chose qu'on peut faire dans les versions 2x de IHCache. Soit dit en passant, ce n'est pas une bonne idée. Donc ce n'est pas dans IHCache 3 non plus. C'est donc en général des endroits dans votre code qui ont un potentiel assez fort pour devenir laids et problématiques très rapidement. Alors, évidemment, il y a quand même un certain nombre d'options. Déjà, vous pouvez vous reposer sur les abstractions de votre framework, qui va pas forcément prendre en charge tous les cas, mais qui en tout cas va au moins vous abstraire cette complexité. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est plus le code qu'on a vu avant, finalement, en termes de logique métier, il y avait 2 lignes, tout le reste, c'était de la plomberie pour gagner de la latence. Si vous utilisez une abstraction de framework, vous avez l'abstraction de Spring Caching, par exemple, qui, au travers d'annotations, va vous permettre d'avoir un comportement qui sera similaire à ce que j'ai expliqué, donc qui aura les problèmes, et d'ailleurs leur documentation le cite très explicitement. Mais quelque part, c'est plus facile à gérer de l'extérieur. Hibernate, le second level cache, lui par contre va gérer ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a comme alternative donc? Une alternative, c'est le cache-through. Le concept du cache-through, c'est que, de façon équivalente à ce que je vous ai montré avant, vous écrivez ça. Vous composez la clé, vous faites un cache.get. Terminé. En fait, le système de référence devient abstrait derrière le cache. Alors, c'est le genre de chose qui est plus facile d'expliquer avec un dessin. J'ai mon application en bas, qui fait un accès à mon cache. Mon cache est froid, n'a pas cette donnée-là. Il va la chercher dans mon système de données. Il popule le cache au passage. L'avantage ici, c'est qu'une implémentation de cache correcte vous fera ça de manière intelligente. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 15 flèches noires en bas, il n'y en aura qu'une en haut. Parce que le cache sait que ça ne sert à rien d'aller chercher 10 fois la donnée. Il en a besoin d'une fois. Et ensuite, il servira tous les traits d'entrant. De façon symétrique, lorsque votre application va écrire quelque chose dans le cache, on a bien dit, c'est le cache qui abstrait le système de données. Lorsque votre application va écrire quelque chose dans le cache, cette écriture sera propagée vers votre système de données. Ça veut donc dire que, et c'est là qu'on a ces concepts de cache loader, toutes les opérations de get sur mon cache vont avoir potentiellement un appel au cache loader. Et quand je fais un cache miss, en réalité, ça veut dire que je n'ai pas de données. Parce que si les données ne sont pas dans mon cache, comme je vais les chercher au système de données derrière, si vraiment je ne reçois rien, c'est qu'il n'y a rien. De la même façon, tous les puts vont être des interactions avec le cache writer. Et ça veut aussi dire par contre que maintenant, chaque entrée que je mets dans mon cache signifie que j'écris dans mon système de données. Réfléchissez à ce que ça implique. Bien sûr, utiliser ce genre de système pose un certain nombre de contraintes, puisque vous êtes dépendant des interfaces cache loader, cache writer, qui, la plupart du temps, et dans le cadre de JSR 107, vous donnent quoi? La clé, la valeur. Et donc il faut que ce que vous mettiez dans votre cache, vous puissiez l'exploiter pour le transformer en la requête de sélection sur votre base de données, ou l'insert, ou l'update, en fonction d'une lecture ou d'une écriture. Et c'est pas toujours évident. Parce que parfois, on fait des choses... on peut tout à fait imaginer, si je fais un hash de mes paramètres et que c'est ça la clé de mon cache, le principe même du hash, c'est que c'est pas réversible. Donc quand j'arrive dans mon loader, j'ai un problème. Donc c'est pas pour ça que ça résout... c'est pas la solution magique, je veux dire. Alors en plus, dans le cadre de JSR 107, il y a des choses un peu particulières. Le put if absent, dont la signature est là, donc c'est-à-dire qu'il prend la clé, la valeur et qui vous renvoie un booléen vous indiquant si oui ou non la valeur a été installée. Donc true si la valeur a été installée, false, non, il y avait déjà quelque chose. En fait, il va ignorer le cache loader, mais il ne va pas ignorer le cache writer. Donc ça veut dire que si votre cache est froid, et que vous faites un put if absent,
dans un cas de cache-trou, potentiellement, la valeur que vous passez sera écrite, alors même qu'il peut y avoir une valeur en base de données. Et ça, sémantiquement, c'est assez difficile d'imaginer un cas où ça fait vraiment du sens complet. Hein? Surtout, en plus, on n'oublie pas, on est dans un cache, j'ai l'expiration, et l'expiration correspondra à pas de mapping, mais j'ai l'éviction aussi. J'avais un mapping, il était là. J'ai même fait un get d'ailleurs pour le vérifier, pour être sûr que mon mapping soit loadé. Et puis je fais mon put if absent, et mon put if absent, alors qu'il aurait dû échouer, il passe, et la raison pour laquelle il passe, c'est qu'entre mon get et mon put if absent, il s'est passé d'autres choses ailleurs dans mon application, et cette entrée-là, bah, c'est elle qui a été choisie pour l'éviction. Et du coup, je me retrouve. Et donc, voilà, c'est quelque chose d'assez particulier. Ce qu'on a fait dans le cas de DHCache 3, c'est qu'on vous permet de changer ce comportement par configuration. Et donc vous dites, ah ben non, moi, d'accord, je l'utilise dans le cadre de JSR 107, mais par contre, par configuration, je décide que le cache loader sera interrogé dans les opérations atomiques. Parce que, aussi, c'est pas que le put if absent qui est comme ça, ce sont toutes les opérations atomiques. Donc le remove conditionnel et le replace conditionnel. On revient à notre cache-through, et cette fois-ci on rajoute une autre option qui permet de pousser un peu plus loin la logique, qui est le write behind. Et donc là, en fait, vous vous souvenez ce qu'on a dit, à chaque fois qu'on fait un put dans le cache, on se retrouve à accéder au système de données pour faire une écriture. Il y a beaucoup de chances que le système de données qui se trouve derrière soit transactionnel, ce qui veut donc dire latence augmentée. Donc tout d'un coup, votre cache, dès que vous écrivez dedans, vous payez un coût en termes de latence qui est assez important. Or, le but qu'on a dit, c'est qu'on a une utilisation d'espace mémoire pour diminuer la latence. C'est ce que va essayer de vous permettre d'avoir un nouveau write behind. Ici, on va faire l'accès au système de référence de manière asynchrone. Ce ne sera plus le trait d'utilisateur qui payera ce prix-là. Bien sûr, ça introduit son lot de complexité. C'est pas gratuit. Les complexités, c'est quoi? Est-ce que ma file d'écriture est persistante ou non? Hein? Je fais mon put dans mon cache. D'un point de vue applicatif, ça veut normalement dire que mon mapping est écrit et il est dans mon système de référence, puisque je veux que mon cache soit vraiment l'abstraction à laquelle je parle et je m'occupe plus du système de données derrière. Oui, mais si ma file d'écriture n'est pas persistante et que mon put réussit et que ma JVM crash avant mon write, moi je peux potentiellement avoir pris des décisions qui ont eu des conséquences ailleurs dans mon application, qui ont réalisé des écritures soit à nouveau au travers d'un cache, soit directement dans d'autres systèmes d'information. Donc là, je peux avoir des problèmes. En plus, en général, on est en train donc de mettre de l'asynchrone. Il va être très très difficile de garantir une et une seule écriture. Surtout dans un système distribué, c'est quelque chose qui est très très compliqué. Parce qu'on peut très très souvent trouver des combinaisons d'erreurs qui font que vraiment garantir qu'on n'écrira qu'une et une seule fois est quelque chose d'assez cher. Donc souvent, et c'est par exemple le cas de IHCache 2X entreprise, la garantie qui est donnée dans le cadre du write behind, c'est at least once, donc au moins une fois. Mais si on vous donne une garantie d'au moins une fois, ça veut tout d'un coup dire aussi que on vous impose, par rapport à votre pattern d'accès de données, on vous impose d'avoir des updates et des inserts qui potentiellement doivent être idempotents. C'est-à-dire que si je les exécute plusieurs fois, je ne veux pas que l'effet soit cumulatif. Alors on va dire, si c'est un compteur de page view et qu'on ajoute +2 au lieu de +1, probablement qu'on s'en moque. Si c'est une réservation de chambre d'hôtel, il vaudrait mieux que la deuxième écriture ne cause pas une exception, qui du coup rentre dans votre cheminement d'exception et vous oblige à prendre des actions, alors qu'en fait c'est juste parce que c'est la deuxième. La première, tout s'est bien passé. Et puis aussi, et ça c'était une des faiblesses de l'implémentation de IHCache 2X, qu'est-ce qui se passe en cas d'éviction? J'ai un cache qui vient d'accepter un nouveau mapping, qui vient d'envoyer ce mapping sur ma file d'attente pour mon write behind, et puis l'activité de mon application fait que l'entrée est évictée. Et j'ai un client qui revient me demander cette entrée. Mais
mon mapping à écrire, il est toujours dans ma file d'attente. Il n'a pas encore été écrit. Qu'est-ce qui se passe si mon cache à ce moment-là utilise son loader pour aller lire la base de données, récupérer une donnée qui, d'un point de vue applicatif, est dépassée? Elle est périmée, cette donnée. Elle n'a plus aucun sens. C'est juste à cause de la synchronicité qu'on a introduite qu'on peut encore la lire. Mais normalement, d'un point de vue système, ça n'existe plus. Va vous récupérer cette donnée, va non seulement la rendre à l'utilisateur, mais pire, va l'installer dans le cache, potentiellement propageant, enfin augmentant la fenêtre d'incohérence du temps d'expiration. Et donc quelque chose qu'on fait dans le cadre de IHCache 3, oui, on peut évicter du cache, mais on ne peut pas évicter de la file d'attente de write behind. Donc quand le cache ne trouvera pas un mapping, avant d'aller vérifier avec le cache loader, il ira d'abord vérifier la file d'attente pour récupérer le dernier mapping connu. Et comme ça, on évite ce problème que peut causer l'éviction par rapport au write behind. Question par rapport à ça? Alors la question, c'est est-ce qu'on a choisi cette option plutôt que de vérifier au moment de l'éviction? Oui, parce que donc l'éviction, c'est vraiment le but, c'est de garantir la capacité que l'utilisateur a décidé pour son cache. Et donc on ne veut pas avoir à payer trop de prix à ce moment-là. Parce qu'en général, quand on a des problèmes d'éviction, c'est que notre cache, il est vraiment à son maximum d'utilisation. Donc on ne veut pas payer un coût supplémentaire d'investigation, est-ce que j'ai vraiment le droit de faire une éviction, etc. Alors que de toute façon, le mapping, on l'a. Fondamentalement, une fois que la donnée a été évictée, ça va coûter beaucoup moins cher d'aller lire dans la file d'attente que d'aller lire au système de données qui est derrière. Donc l'un dans l'autre, on est gagnant dans les deux sens. En tout cas, le compromis est plus lisse. On va avoir moins de pics en termes de latence. Oui. La question, c'est il n'y a pas de garantie que la donnée soit synchronisée. En asynchrone, non, il n'y a pas de garantie qu'à l'instant T, ce soit synchronisé, puisque c'est asynchrone. Ah si, c'est pour ça qu'on dit, par exemple, l'implémentation entreprise actuelle de IHCache 2X, elle vous garantit, quand vous avez la file d'attente persistante, elle vous garantit que même en cas de crash de la JVM, quand vous redémarrez la JVM, la file d'attente sera relue en mémoire et sera flushée vers le système de données. Mais par contre, effectivement, si on est purement en mémoire, non, ça si votre machine tombe, voilà, malheureusement, c'est comme tout le reste, c'est perdu. Un petit dessert pour terminer, cette histoire de stratégie de résilience. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on est parti en fait d'un postulat. C'est que on ne veut pas qu'une erreur au niveau du cache soit la cause d'une erreur pour l'utilisateur. Et ici, j'entends utilisateur au sens large, que ce soit l'applicatif ou vraiment l'utilisateur qui voit un stack trace de Tomcat où le fin fond du stack trace, c'est le cache n'a pas pu désérialiser l'entrée XY. Je vais vous expliquer ce que c'est, mais un petit post-scriptum, c'est en cours de développement. Et donc, ce que je vais vous dire peut changer. Donc, ce qu'on va faire dans le cadre de IHCache 3, c'est qu'on va gérer au maximum les erreurs en interne. On est dans un cache, c'est des données temporaires. On s'autorise déjà à ce qu'elles expirent. On s'autorise déjà à ce qu'on puisse utiliser de l'éviction pour les supprimer. Mais si on n'arrive pas à faire quelque chose de cette donnée au moment où vous la demandez, ce qu'on va faire à ce moment-là, par exemple, vous redémarrez un cache persistant, et tout ce qui est loadé dans le cache est incompatible parce que les formes sérialisées qu'on est en train de reloader sont plus compatibles avec l'update de votre application. Pourquoi est-ce qu'on vous ferait planter votre application? Non, ce qu'on va faire, c'est on va simplement dire, zut, on n'arrive pas à relire la donnée, on va retirer l'entrée du cache, et vous répondre, non, désolé, on ne connaît pas cette valeur-là, et c'est votre application qui fera le nécessaire pour aller lire la valeur. Soit en cache aside, soit en cache through, donc ça veut dire éventuellement en allant parler au cache loader. Et du coup, ce genre d'erreur n'est plus exposé. Alors, d'un côté, ça va permettre un cache simple en mémoire, j'aurai pas d'exception dans mon trait d'exécution, c'est très bien. D'un autre côté, je l'ai dit plus tôt, si mon cache est vraiment critique pour mon application, le fait que mon cache ne fonctionne pas, c'est quelque chose que je dois savoir. Donc il y aura de toute façon une implémentation par défaut de cette stratégie de résilience qui fera du logging pour avertir les équipes opérationnelles qu'il est en train de se passer quelque chose de pas terrible avec l'application.
Et d'ailleurs, ça devrait se voir à d'autres niveaux, parce que tout d'un coup, vos accès bases de données vont augmenter, ce genre de choses. Et aussi, vous aurez la possibilité de remplacer cette implémentation, parce que si vous savez, et là ça devient vraiment du domaine métier, si vous savez quoi faire dans ce cas-là, à vous, allez-y, codez-le et exécutez cette logique au moment où il y a un problème qui se pose. Par contre, il y a des moments où, dans les topologies les plus complexes, que ce soit du cache-trou ou alors des caches clusterés, on peut commencer à avoir des erreurs en cascade. Et les erreurs en cascade, c'est quoi? C'est du genre, j'ai un cache-trou avec un cache-writer, je reçois un nouveau mapping, j'arrive à envoyer le mapping par le cache-writer, et donc je sais que ma base de données est à jour. On ne parle pas de write behind, dans ce cas-là, on va aller directement en synchrone. Et au moment où j'essaie de remplacer le mapping dans mon cache, avec cette nouvelle valeur, j'y arrive pas. J'ai une exception au niveau du cache. Alors je me dis, c'est pas grave, je vais appliquer la stratégie de résilience par défaut, qui est de dire, je vais enlever l'entrée du cache, comme ça la prochaine fois que le client viendra demander ce mapping-là au cache, j'utiliserai mon cache loader qui me récupérera la dernière valeur. Et là, j'échoue à nouveau. Donc on est vraiment dans un cas où on a plusieurs niveaux, plusieurs erreurs qui s'enchaînent, mais l'énorme risque, c'est qu'on ne peut plus vous garantir la cohérence de votre application. Nous, implémenteurs de cache, on sait qu'on a un problème. On a un mapping, peut-être que vous arriverez à le lire, peut-être que vous n'arriverez pas à le lire, mais en tout cas, ce mapping, il ne correspond pas à l'état du système de données. Parce qu'on vient de faire la transformation sans réussir à faire la première transformation vers le système de données, sans réussir à faire la première dans le cache. Et donc là, quand vous mettrez en place ce genre de topologie par configuration du cache, on vous demandera de passer une implémentation de stratégie de résilience qui devra gérer ces cas d'erreurs en cascade. Alors, la première chose que vous pouvez décider de faire, c'est décider, moi je reçois une exception, je balance l'exception, c'est mon thread applicatif qui la reçoit, c'est comme ça que je faisais avant, j'ai pas besoin de faire plus malin pour le moment. Et c'est tout à fait valable comme explication. Si votre applicatif fonctionne dans cette logique-là avec un IH cache de X, il fonctionnera dans cette logique-là avec un IH cache 3. Voilà. Par contre, ça vous permettra aussi, à l'inverse, ça vous permet d'avoir des décisions beaucoup plus puissantes parce que vous connaissez votre domaine métier et vous avez peut-être un autre moyen d'interagir sur votre applicatif pour le remettre dans un état valable. Ou alors à l'inverse, vous savez que vous êtes dans un modèle très très dynamique, très très élastique. Et si un cache commence à avoir des problèmes sur un nœud, vous pouvez tuer le nœud, vous tuez la JVM et vous avez quelque part un superviseur qui va s'en rendre compte, qui va redémarrer une JVM ailleurs et vous espérez que le problème était transient, etc. Mais ça, c'est pas des choses que nous, en tant qu'implémenteurs de cache, on peut savoir. C'est des choses qui sont du domaine applicatif, qui dépendent de beaucoup de choses externes. Et par contre, on ne veut pas vous mettre dans une situation où vous pouvez ignorer ça. Ça, c'est un peu le concept de la résilience. Question par rapport à ça? Je vous ai pas trop perdu quand même. On a presque fini. Les petites milliardises, un petit peu de pitch pour ce qu'on a fait récemment. Donc Terracotta, si vous en avez entendu parler, solution distribuée. Une des grosses valeurs ajoutées qu'a Terracotta, c'est son implémentation au FIP. Elle permet de résoudre les problèmes de pause liés au garbage collector, tout simplement parce qu'on va gérer les données et stocker les données dans une mémoire qui n'est pas gérée par le garbage collector. Et donc ça va vous permettre de faire grandir votre mémoire applicative sans avoir de temps de pause fou au niveau du garbage collector. Donc ça vous donne une possibilité de faire du scale-up du cache. On parle de plusieurs terabytes, si votre serveur a la RAM qui le permet. Et donc par rapport à ça, la bonne nouvelle, c'est que l'implémentation qu'on utilise en production avec Terracotta depuis plusieurs années est passée open source. La version 2.0.0 est disponible sur GitHub. Elle est intégrée dans la milestone 1 de IHCache 3. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui passe de propriétaire à open source, et c'est vrai que ça fait plaisir, en tout cas, aux équipes de développement qui ont pu travailler dessus. L'autre chose, c'est justement le support du clustering avec Terracotta. Donc, Terracotta a une histoire open source, et ça faisait un moment qu'en termes de partage de données au travers de plusieurs JVM, il n'y avait plus vraiment d'offres.
Et là, à nouveau, Terracotta 4.3.0 offre cette option de clustering open source. Donc c'est un nœud, c'est pas de l'actif-actif. Hein, le serveur Terracotta, c'est un cluster shardé en différents stripes. Là, vous avez droit à un stripe, mais par contre, autant de stockage que vous voulez. Donc si vous avez une grosse machine, ben, vous pouvez faire du scale-up assez sérieux et avoir plusieurs applications clientes qui partagent ce même set de données. Et là, l'intégration se fait avec EHCache 2.10. Aussi, ça, c'est des nouvelles qui datent de tout début avril. Et bien sûr, on est en train de travailler sur EHCache 3. On a de nouveau une option de clustering avec le Terracotta Server. EHCache 3 aura aussi cette option-là. Détail à venir, ça par contre, c'est moins clair aujourd'hui exactement quand, comment. Mais ça fait partie des choses qui rendent EHCache 3 très intéressant, à mon sens. Question? Oui. Donc la question c'est, pour quelqu'un qui commence une application from scratch, quel argument je donnerais pour choisir EHCache plutôt que Infinispan? Alors la première chose que je dirais, c'est déjà utilise le JSR 107, parce que comme ça tu pourras choisir entre Infinispan et EHCache en fonction de profil de performance, puisque tu pourras passer d'une implémentation à l'autre par configuration. Maintenant, je pense que les deux choses qui sont vraiment aujourd'hui très intéressantes dans le domaine d'EHCache, c'est cette offre off-heap, et si tu peux attendre que EHCache 3 soit publié de façon finale, la possibilité de clustering qui sera présente aussi. Ouais, on me fait signe que c'est time's up, donc je suis dispo pour répondre aux questions le temps que le speaker suivant se prépare, et puis dans le couloir après. Merci beaucoup.